cette heure-là qu'on a passé ensemble, un peu 3/4 d'heure maintenant, c'est il n'y a pas de questions bêtes, les réponses peuvent l'être. C'est une règle absolue et ça fonctionne assez bien. Est-ce que vous savez à peu près de quoi on va vous parler? Vous avez une idée? Non, pas du tout. Surprise. Vas-y. Ton prénom et ta question. Véliana. Parle bien fort, Véliana. Véliana, donc peut-être que vous allez nous parler du frat. Alors, je peux éventuellement, mais c'est pas ça le sujet. Surtout pour vous là, en terminale cette année, on rentre pas dedans. Mais c'est janvier cette année, donc c'est pour les 4-3, du coup on rentre pas dedans. Désolé. Je ne sais pas comment vous saviez que M. Benamou était aussi calé dans ce domaine-là, mais c'était pas d'autres idées. C'est des gobelets, ouais. Ah oui, non, c'est des gobelets. Vous n'avez pas une autre idée? N'ayez pas peur, M. Benamou est prêt à tout entendre. Hein. Vous n'avez pas une autre idée? Je sais pas, je suis venu avec un truc chelou quand même. Je suis assis sur un truc chelou. Moi, pour ça, je dis ça, je dis rien. Allez-y, osez, hein. Et si je vous dis que je vais vous parler d'un truc qui s'appelle main dans le chapeau. Il y en a qui font de l'anglais ici, non? Pour les plus anglophones du truc, main dans le chapeau, c'est bon. Ça y est? Donc voilà, on va vous parler avec Tiffen de handicap, d'engagement, de choix et de comment on choisit ce qu'on fait dans sa vie avec des cartes qui sont données à la naissance. En l'occurrence, pour moi, elles m'ont été données à la naissance et j'ai la chance d'avoir un handicap très visible. Pardon, je suis hyper allergique du coup. Du coup, c'est compliqué de parler le matin comme ça, mais ça va le faire. Moi, j'ai la chance d'avoir un handicap qui est très visible, qui s'appelle paralysie cérébrale. C'est un espèce de nom un peu bâtard, parce qu'en fait, tout est paralysé chez moi, sauf mon cerveau. Et oui, et c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais bien, c'est pas moi j'ai choisi. J'ai pris le truc, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je vais laisser Tiffen se présenter, parce que sinon, je vais finir par être vraiment trop bavard. Donc, moi, je m'appelle Tiffen Larue. Je suis dans l'ordre. J'étais l'orthophoniste de Guillaume. Ensuite, je suis devenue son amie. Et aujourd'hui, on est binôme de travail. Voilà. Et donc, il me passe le micro parce qu'il est hyper galant. Et donc, pour que je me présente et que vous sachiez qui est la blonde à côté de Landy. Parce qu'en fait, c'est ça, notre binôme, un peu. mais je vais vous repasser le micro parce qu'il est passionnant et c'est lui qui vous parlera le mieux en premier de handicap. Non, en vrai, on est vraiment complémentaires. Il n'y a pas de... Voilà. On a deux infos complémentaires. Juste, parce que moi, j'ai l'opportunité d'un handicap hyper visible. Est-ce que vous savez à peu près en termes de pourcentage ce que c'est le handicap visible par rapport au handicap invisible? Pas beaucoup de quoi? Il y a moins de visibles que d'invisibles. Il y a moins de visibles que d'invisibles. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Il y a tellement moins de visibles que d'invisibles qu'en fait, on ne sait pas, mais il y a 80% du handicap en France qui est invisible, pour 20% qui est visible. Et dans les visibles, je rentre dedans les personnes sourdes, les personnes en situation de handicap moteur, les personnes aveugles, voilà, je rentre dedans tout ça. Donc en fait, 80% du handicap est invisible. Je vous le dis en préambule parce que c'est hyper important que vous l'ayez en tête. Que vous connaissez forcément autour de vous un copain, une connaissance, un membre de la famille qui est en situation de handicap. Il n'est pas forcément visible. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est important pour ceux qui ont des doutes sur de la dyslexie, de la dyspraxie,
des troubles autistiques et tout ça, d'oser venir en parler, d'oser venir rencontrer des professionnels pour en parler. Voilà, ça c'était un petit mot de préambule, mais maintenant je vais pouvoir me présenter plus avant, si je vous saoule pas déjà. Ça va? C'est cool. Donc moi je suis Guillaume Benamou, j'ai 39 ans, je tiens à mettre 39 parce que ça me permet de ne pas avoir 40 tout de suite. Ça va arriver de toute façon. J'ai l'opportunité d'être né avec mon handicap. On est franchement complémentaires, lui et moi. Donc mon handicap, c'est un handicap moteur de naissance, lourd, pas génétique. Donc je suis le seul de ma famille à l'avoir. C'est cool. Non, c'est vrai, c'est cool. Ça évite un tas d'autres questions. Donc, j'ai eu l'opportunité, au travers de mon handicap, de faire de super rencontres et de superbes engagements, mais j'ai eu aussi, avec ce handicap, des galères. Alors, il y a les galères qu'on voit plus facilement, qui sont des galères de transport. Je ne sais pas si vous imaginez, mais un truc qui s'appelle le métro. Alors, Meudon, il ne vient pas jusqu'à Meudon, mais on n'est quand même pas très loin de Montparnasse. Et en fait, le métro, c'est un truc qui m'est profondément inaccessible. Parce que il faut pouvoir descendre dedans et c'est des entrailles de la terre, quoi. Du coup, en fauteuil, vous ne pouvez pas descendre dedans, il n'y a pas d'ascenseur. Mais par contre, tous les bus sont accessibles. Dans Paris et en banlieue, tous les bus sont accessibles. Les trains sont potentiellement accessibles si jamais il n'y a pas de marche pour arriver au train. En fait, le handicap, c'est un monde de compensation. C'est-à-dire que quand la porte ne vous est pas ouverte, il faut pouvoir avoir suffisamment de force pour casser la fenêtre. Et en fait, dans votre vie, ça va être ça aussi dans beaucoup de moments. Parce que, je ne sais pas pourquoi, vous ferez un pas de côté à un moment donné de votre vie sur votre engagement pro plus tard. Et donc, là, il ne faudra surtout pas hésiter à casser une fenêtre. Et le handicap, moi, ça m'a donné l'opportunité de m'engager, de casser des fenêtres plein, d'ouvrir des portes et de rencontrer des gens extraordinaires. Pour vous tracer un peu mon parcours rapidement, surtout si je vous saoule, vous me dites. Donc, pour tracer un peu mon parcours rapidement, j'ai donc 2 sœurs. Je ne suis pas l'aîné, je suis dans le sandwich SNCF, désolé. Et j'ai eu la possibilité de faire une pseudo-scolarité dans un établissement spécialisé pour enfants en situation de handicap moteur. Quand je dis pseudo-scolarité, c'est que j'ai pas été jusqu'au brevet. J'ai triché ensuite, puisque j'ai un DU aujourd'hui. Un DU, c'est un diplôme universitaire que j'ai obtenu il y a 3 ans. Et donc, voilà. J'ai triché, mais je vous raconterai après comment j'ai triché. T'as pas triché. Il a pas triché. J'ai pas triché, j'ai repris des études par la petite porte. Par la fenêtre, il a cassé une fenêtre. Je suis ressorti par la grande porte. Non, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on aura tendance, et c'est normal pour que vous ayez un parcours qui soit rectiligne, à vous mettre dans des cases. N'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à aller vous amuser. C'est pas parce que vous allez glisser à un moment après le bac. Hein. Mais bon, là, ça y est. C'était le bac, c'est la semaine prochaine. Mais vous n'hésitez vraiment pas. Moi, à 14 ans, on m'a, entre guillemets, même pas, je vais virer les guillemets, j'ai arrêté d'être poli. On m'a viré de l'école dite classique. Enfin, l'école déjà spécialisée. Voilà, on m'a viré de ce truc. C'était très bien. Hein. Et en fait, là où je me suis, entre guillemets, amusé, même pas entre guillemets d'ailleurs, là où je me suis amusé le plus, c'était dans le monde associatif. Est-ce que vous connaissez des associations?
Oui, mais du coup, ça ne dit pas lesquels si vous me dites juste oui. La Croix-Rouge, ça marche. Du coup, il y a X assos en France, Croix-Rouge. La SPA. Allez, une troisième et je continue. Mais, hein? Resto du cœur. Resto du cœur, parfait. Et en fait, ce qui m'a, moi, ouvert le monde et des yeux, c'est l'engagement pour et par les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on m'a dit, le handicap, tu peux en faire, tu feras pas grand-chose avec. Je crois que j'ai démenti ce propos en allant me mettre, depuis l'âge de 16 ans, en allant me mettre au service des autres. Et aujourd'hui, avec Tiffen, on a l'opportunité de se mettre au service d'autres dans le monde du médico-social, c'est-à-dire dans le monde du handicap, pour des jeunes et des enfants, des enfants et des jeunes adultes. Chacun a des postes différents et en faisant des choses différentes, mais je vais laisser Tiffen en parler un peu. C'est très intéressant la possibilité que vous pouvez avoir à vous mettre au service d'autres et à être disponible pour les autres. N'hésitez surtout pas à le faire. N'hésitez surtout pas à prendre du temps pour le faire et à vous prendre du temps pour vous engager. Bon, alors je prends un petit peu la suite. Moi, j'ai rencontré Guillaume, donc je suis encore un peu orthophoniste, mais c'est pas ce que je fais le plus clair de mon temps. Et quand j'ai rencontré Guillaume, il vivait dans un foyer de vie qui accueillait des personnes adultes en situation de handicap. Et moi, il m'impressionnait beaucoup, Guillaume, parce que je voyais bien que c'était quelqu'un c'était quelqu'un, quoi. Et un jour, il m'a dit est-ce que vous ne me prendriez pas en orthophonie? Et en fait, je ne voyais pas du tout. Je me disais il parle super bien, ça a l'air d'aller, quoi. Et donc, j'ai botté en touche. Je lui ai dit j'ai pas le temps. J'ai pas de place. Ouais, j'ai pas de place. Bon. Puis il est revenu vers moi plusieurs fois. Au bout d'un moment, je lui ai dit ok, mais je voyais toujours pas ce qu'il allait me demander. Donc, on s'est mis à bosser tous les deux. Et je peux dire pourquoi? Oui, bien sûr. Tu m'as demandé finalement? Oui, bien sûr. Et en fait, il m'explique, il me dit, en fait, j'ai un problème au niveau des muscles de la bouche qui fait que je bave. Voilà. Donc là, je me suis dit, ça va, c'est plutôt mon créneau. Donc je lui fais mon petit truc technique. Je lui dis, voilà, on va s'y prendre comme ci, comme ça, bon. Et là, il me regarde, il me dit, les praxies bucco-faciales, alors pour tout vous dire, c'est un truc, on rééduque en faisant des grimaces. Voilà. Et donc, il me dit, je fais ça depuis que je suis toute petite, ça marche pas. Et là, je me dis, en mon fort intérieur, je savais que ce monsieur, ça allait être compliqué, il sait tout mieux que moi. Bon. Et donc, à nous deux, ensuite, on s'est mis à discuter, on s'est dit, on va essayer un truc. On va essayer autre chose. Moi, j'avais d'autres idées techniques. Et Guillaume me dit, ouais, ça c'est intéressant. Et en fait, avec Guillaume, j'ai découvert, mais je le faisais déjà dans mon boulot, mais je l'ai vraiment découvert avec lui, que quand on est dans un travail où on est censé aider les autres, les premiers qui savent pour eux, c'est les patients en fait. C'est lui qui savait, c'est lui l'expert de sa maladie, c'est lui l'expert de son handicap. Et moi, comme quand on est médecin, comme quand on est infirmière, comme quand on fait tous ces métiers de soins, on est là au service pour accompagner, mais on n'est pas là pour apporter tout le savoir. En fait, on s'appuie sur le savoir de l'autre. Et en fait, en commençant à travailler avec Guillaume, je me suis rendu compte que c'était le métier de soins ou d'accompagnement, c'est des métiers de collaboration. Et pour moi, ça a été une super bonne nouvelle. Je me suis dit, en fait, on va travailler ensemble. Je ne vais pas juste travailler pour lui. Puis après, on est devenus copains. Et puis ensuite, on s'est dit, notre idée de se dire, on n'est pas là quand on est dans le soin pour travailler pour les pauvres petits handicapés qui sont malheureux, mais pour travailler avec eux, et parce que c'est des personnes à part entière. Cette idée-là, on va aller en parler. Ah et bon, donc, c'est des personnes? Ouais, t'es quelqu'un. Je suis quelqu'un. T'as vu la bonne nouvelle du lundi matin? Sans déconner, lundi matin comme ça, là, j'avais pas prévu. Ouais, t'as vu, j'ai toujours des bonnes nouvelles à t'annoncer. Et donc on s'est dit, on va aller bosser ensemble et on va aller l'expliquer aussi aux professionnels qui travaillent dans ces établissements,
toi, Guillaume, tu parles à des médecins, tu formes des médecins. C'est ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait avancer ensemble pour parler de ça, justement. Et donc, à ce moment-là, il a fallu qu'on reprenne, lui et moi, enfin, on a choisi tous les deux de reprendre des études, chacun de notre côté. Chacun de notre côté. Mais on s'est aidés. Et en donc, complémentarité. Voilà. Et donc, je vais vous laisser. Donc, il a absolument pas triché. Guillaume, il avait un truc. Il disait toujours, je suis bac -5. Et il me disait tout le temps ça. Et moi, je savais juste que, en fait, quand il était dans son école spécialisée dont tu t'es fait virer, en fait, Guillaume, les gens qui l'entouraient à ce moment-là se disaient, te disaient, d'ailleurs, je peux dire les choses clairement, tu vas finir dans un foyer à baver devant BFM TV toute la journée. Grosso modo, c'est ça, l'avenir qu'on te préparait. Voilà. Bon. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et au moment où Guillaume a décidé de reprendre ses études, c'est toi qui as commencé en premier d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est toi. C'est lui qui s'est lancé en premier. On s'est mis il a repéré un DU, il va vous en parler. Et juste pour vous dire, avant de lui repasser le micro, en fait, ça rentrait jamais dans les cases. Parce qu'en fait, on essayait de l'inscrire et on voyait, il fallait absolument rentrer justement la case du bac. Il fallait rentrer même plus que le bac. Parce qu'en plus, pour accéder au DU, il fallait être bac plus quelque chose. Bac plus 2, bac plus. Voilà. Et donc, c'était une blague. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrivait jamais à trouver le moyen, ne serait-ce que informatiquement, d'inscrire Guillaume à cette formation. Et donc, on a écrit à la nana qui était directrice du DU. Mais je te repasse le micro, il va vous expliquer la suite. Donc, comment il n'a donc pas triché, mais comment il a défoncé une fenêtre. Non, comment j'ai pas triché, mais comment j'ai défoncé une fenêtre. C'est gentil de dire que j'ai pas triché, mais c'est pas tout à fait vrai. J'ai un peu triché quand même. Mais j'ai pas triché dans la réalisation de mes études. Et donc, au départ, il fallait rentrer informatiquement le fait de s'inscrire. Sauf que pour rentrer informatiquement le fait de s'inscrire, j'étais prêt de remplir tous les champs. Sauf que je n'étais pas en capacité de remplir tous les champs, puisque dans les champs, il y avait année d'obtention des diplômes du baccalauréat et année d'obtention des 2 diplômes supérieurs, enfin des 2 ans supérieurs au baccalauréat pour pouvoir rentrer. Et là, voilà, je séchais sur ces 2 trucs, et je séchais face à l'astérix du formulaire, quoi. Logique. Du coup, j'ai envoyé un dossier de candidature un peu plus béton à une des responsables du DU, qui était en charge du recrutement, qui m'a dit, mais vous y comptez même pas. Je fais, ok, merci. Et du coup, on fait comment? Ah ben, je sais pas, mais je vous rappelle que c'est pour les gens qui ont bac plus 2 et que c'est quand même pour parler avec des médecins. Ok. Très bien. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, madame. Moi, j'étais au fin fond de ma vie. Mais j'étais dans les limbes de ma vie, quoi. Un truc perdu au milieu de nulle part. Et du coup, je fais, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je regarde l'organigramme, de cette dame, on fait, ah, mais en fait, il y a un étage plus haut au-dessus de cette dame. Et donc, j'écris à l'étage plus haut au-dessus de la dame, j'envoie un petit mail en disant, voilà, il me semble quand même que je ne peux pas rentrer par la porte, mais je dois pouvoir... au moins, j'aimerais bien vous rencontrer pour vous expliquer mon projet d'éducation pédagogique et d'éducation thérapeutique du patient. Il faut peut-être que tu expliques ce que c'était ces études. C'est des études d'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient, c'est simple. C'est comment est-ce que tu expliques, comment est-ce qu'on explique à une personne malade, comment est-ce qu'elle peut prendre conscience de sa maladie, comment est-ce qu'elle peut devenir actrice-acteur de sa maladie, et comment est-ce qu'elle peut, je dirais pas s'en affranchir, mais au moins vivre mieux avec, en étant force de proposition de la maladie. Et en ne laissant plus subir la maladie, mais en étant effectivement force de proposition. Et ça, en fait, ça s'apprend parce que aujourd'hui, dans le système de soins tel qu'il est fait en Europe, enfin dans le monde occidental, classique, le professionnel de santé est le sachant. Il a une grosse tête, une grosse blouse, et il sait. Et la blouse, c'est un peu un habit de Avenger, c'est-à-dire que c'est avec la blouse, il sait quoi.
Une fois qu'il a la blouse ici. Et le patient formé en éducation thérapeutique, lui, il est là pour dire aux professionnels, vous savez, j'ai aussi un savoir. Et avec ce savoir, on peut, c'est pas pour aller contre vous, ni pour vous dire que Raoult, c'est bien, c'est pour vous dire qu'on peut travailler ensemble et co-construire ensemble le parcours de soins qui va être celui du patient. Mais c'est pareil dans plein de domaines. C'est-à-dire que si vous écoutez le receveur final d'une solution, lui, il va vous donner des solutions du quotidien. Il va vous dire ce qu'il faut faire au quotidien. Donc voilà, moi j'ai passé ce diplôme d'éducation thérapeutique du patient pour apprendre aux patients à s'exprimer et à être entendus. Et aujourd'hui, je fais de la formation d'interne en médecine dans une grande fac parisienne, c'est à Bobigny, c'est là loin, mais voilà, c'est ceux qui font ça. Et je dois dire que c'est un plaisir immense que d'écouter des jeunes médecins et de pouvoir échanger avec eux sur leur questionnement par rapport à leurs patients. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est fondamental. De travailler sur le questionnement du professionnel. Mais sur d'autres questions. Mais ça va être. Oui, il y a des questions. Il y a une question ici, on pose la question bien fort. Je ne vais pas expliquer, mais je crois que c'est pas très clair. Je veux juste savoir si vous travaillez dans un hôpital. Si vous travaillez dans un hôpital. Alors, non, je travaille à la fac de médecine. Parce que les études de médecine se font à la fac, mais eux, donc non, je ne travaille pas moi dans un hôpital, je travaille à la fac de médecine. Alors, si je peux me permettre de compléter la réponse de Guillaume, sans dévoiler ton dossier médical, parce que ça c'est strictement confidentiel, tu passes quand même du temps à l'hôpital. Ah oui. Et en fait, Guillaume, non mais ce que je veux dire, c'est que quand toi tu es à l'hôpital, tu bosses. Parce qu'en fait, ils forment sur le tas. Alors là, il n'y est pas en tant que professionnel, il y est en tant que patient. Mais sa manière d'être en tant que patient quand il est hospitalisé... Il est chiant. Alors, tu dis que t'es chiant, mais tu formes en fait. Il forme les médecins, il forme les infirmières, il forme toutes ces personnes qui en fait ne sont pas du tout, souvent, sensibilisées au handicap. Et en fait, il bosse aussi quand il est patient. Voilà. Alors, et là où c'est intéressant, c'est que en fait, pour une fois, on commence à écouter le dernier maillon. Et c'est un peu le lien aussi avec ce que fait Tiffany, c'est comment est-ce qu'on remet l'humain par ce qui est censé être le dernier maillon, comment est-ce qu'on le met en premier maillon? Comment est-ce qu'on inverse la vapeur? Est-ce que tu veux avancer un peu, expliquer un peu plus ce que tu fais? Alors, moi, il y a des choses là-dessus que j'aimerais partager avec vous. Déjà, la première chose, c'est vous dire que vous serez peut-être amenés, pour certains, à faire des métiers, justement, dans le soin, dans l'accompagnement, dans l'humain. Et on va prendre après un temps où, si vous avez des questions sur ces sujets-là, évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre. Mais l'autre chose, peut-être plus importante que je voulais vous dire, c'est qu'on peut apprendre au-delà. Vous devez tous savoir que maintenant dans les entreprises, parce que pour le coup, même si vous ne travaillez pas dans la santé ou dans le médico-social, vous travaillerez sûrement dans des entreprises, des petites start-up ou des grosses entreprises. Et maintenant, il y a de toute façon une obligation de travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap. Et souvent, on se dit que c'est les personnes dites valides qui font l'effort d'accueillir ces personnes en situation de handicap, etc. Pourquoi pas, on peut le voir comme ça si on veut. Mais en fait, moi, j'ai appris quelque chose depuis que je travaille, et notamment depuis que je travaille avec Guillaume, et puis je travaille aussi avec pas mal de personnes maintenant handicapées qui sont dans des établissements, dans des foyers. Et mon boulot aujourd'hui, c'est de demander à ces personnes ce qu'elles veulent de leur vie. Ce qu'elles veulent faire, ça s'appelle l'autodétermination, mais c'est valable pour vous aussi.
Est-ce que vous avez l'occasion de temps en temps vous demander de ce que vous voulez faire de votre vie? Oui, vous avez l'occasion de vous le demander? Bon. Et est-ce que quelquefois vous avez l'impression qu'on pense pour vous? Qu'on réfléchit à votre place? Que ce soit vos parents, la société, est-ce que vous avez déjà eu cette impression? Il y a une réaction spontanée. Exactement. C'est ça. Et en fait, quand on est en situation de handicap et qu'on vit dans des institutions, en fait, on est formaté au fait que on pense pour vous, qu'on pense à votre place. Et dans le boulot que je fais aujourd'hui, j'essaye de partager avec ces personnes-là, comme tu viens très bien de l'expliquer, enfin vous venez, pardon, je te tutoie, mais vous venez très bien de le dire, que finalement, on peut lutter contre ça et qu'on a tous à pouvoir décider pour soi de sa vie. Et donc ça, c'est mon boulot. Mais en travaillant avec ces personnes-là, j'ai découvert un truc qu'elles, elles m'ont apprise. Ces personnes handicapées, elles m'ont appris quelque chose, c'est que nous, on est dans une société, et ça aussi, vous allez me confirmer, on est censé masquer nos vulnérabilités, tous nos points faibles. Il faut montrer que nos points forts, il faut être performant, il faut être rapide, il faut être beau, il faut être, il faut avoir les meilleures notes possibles, il faut, voilà. Il faut qu'on montre ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on nous attend là-dessus? Réussir les meilleures prépas. Voilà. Et est-ce qu'on vient quelquefois vous dire que c'est bien d'avoir des vulnérabilités, des choses qu'on fait moins bien, de faire des erreurs? Est-ce qu'on vous le dit, ça? On vous le dit aussi? C'est que ça commence à bouger. Pas trop? Tu dis? On vous le dit pas trop. Ah non, mais si on veut les bonnes écoles et tout, après. Oui. Oui. Et nous aussi, on se le dit pas trop. Et vous le dites pas trop. Ouais. En fait, votre camarade dit, nous, on se le dit pas trop, et que si on veut les bonnes écoles et tout, on n'est pas censé trop le dire. Eh bien, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les personnes en situation de handicap, la plupart du temps, et comme le disait tout à l'heure Guillaume, il y a des handicaps qui sont plus visibles que d'autres. En fait, ils n'ont pas forcément le choix de mettre en avant leur vulnérabilité, leur faiblesse. Et ils sont censés faire avec. Non, parce qu'elle dure. Pardon. Ouais. Je te le reprends 2 secondes, je te le reprends 2 secondes. En fait, nous, on ne peut pas, en tant que personne lourdement handicapée, on ne peut pas cacher. Pour une raison simple, c'est que moi, j'ai besoin d'aide quasi H24. Bon, quand je dors, mais j'ai besoin d'aide quasi H24 et je ne peux pas le cacher. Et d'un côté, c'est confortable parce que du coup, j'ai pas besoin de masque pour le cacher. Et d'un autre, c'est épuisant parce que ça veut dire que j'ai besoin d'aide pour tout le temps. Donc c'est un espèce d'équilibre entre les deux. Voilà. Est-ce que c'est complémentaire avec ce que tu voulais dire? Oui, exactement. Et le fait d'avoir besoin d'aide, comme dit Guillaume, moi j'ai découvert qu'en fait ces personnes-là, elles n'ont pas peur, elles sont courageuses en fait. Elles n'ont pas peur de dire bah moi j'ai du mal à faire ça, moi j'ai du mal à faire ça. Et j'ai eu l'opportunité dans le cadre de mon boulot, et là peut-être que ça va plus vous parler à chacun, de travailler avec une jeune fille qui m'a téléphoné un jour en me disant voilà, je suis dyslexique. Elle travaillait justement dans une start-up de marketing et elle me dit il va me falloir un bilan pour expliquer ce que c'est que la dyslexie à ma N+1 et à la DRH parce qu'en fait j'ai peur de me faire virer parce qu'en fait on me dit que mes écrits sont pas bons, on me dit que je fais des fautes, on me dit que je pense pas comme tout le monde. Je lui dis ouais, ok, bah écoutez, venez me voir. Puis on travaille ensemble à réfléchir ensemble à ce que c'est que la dyslexie pour elle. Et surtout, je me rends compte, je lui dis, mais ok, tu as peut-être du mal à rendre tes écrits, tu as peut-être du mal à ça, mais est-ce que quelquefois, tu as des idées que les autres n'ont pas? Tu dois être très créative dans ton travail, tu ne dois pas voir les choses exactement comme les autres. Et elle en convient, et on fait une réunion avec sa... Je propose, je lui dis, bah, tu sais quoi, on va faire une visio avec ta N+1, avec la DRH, et donc on se retrouve en réunion ensemble. Et là, elle commence à me dire, bon alors oui, parce que je vais l'appeler Elodie, j'ai pas le droit de dire son prénom. Elodie, elle fait vachement de fautes d'orthographe, elle fait tout ça. Je dis, ouais, ok, elle fait des fautes d'orthographe. Est-ce que dans votre équipe, il y a un jeune avec qui elle s'entend bien, qui peut relire ses écrits et corriger ses fautes d'orthographe? En 2 secondes, ils avaient trouvé quelqu'un qui fait ça très bien, qui était rapide. Bon. Et je dis, mais par ailleurs, Elodie, est-ce qu'il y a des choses qu'elle voit que les autres ne voient pas? Est-ce qu'elle vous sort une idée que les autres n'ont jamais eue?
Et là, les deux se regardent, la DRH et la N+1, ils font « Ouais, c'est vrai qu'elle nous donne des idées que les autres n'ont pas. » Et en fait, c'était une expérience donc, que je vous partage, parce que je veux vous dire que quelquefois, quand on pense avoir un gros point faible, quand on se dit « Là-dessus, je ne suis pas bon », il y a toujours le moyen de faire marcher une intelligence collective, d'avoir d'autres personnes autour de vous qui font ça très bien, et de compter les uns sur les autres, en se disant « On n'est pas tous bons pour les mêmes choses, et tant mieux ». Mais de savoir aussi que quand on a des choses qui fonctionnent moins bien, des points faibles, on a surtout des différences. Et ces différences, c'est des forces. Et que ça veut dire aussi qu'on a d'autres manières de voir. Et ça, moi, je l'ai vraiment appris. Grâce au handicap, parce que c'est des personnes qui n'ont jamais peur de dire, en fait, où sont leurs points faibles et de faire des erreurs et de s'en servir pour avancer. Et donc, ça, c'est un truc, au-delà du fait de travailler avec des personnes qui montrent, parce qu'elles n'ont pas le choix, leur handicap, et qui en font une force et qui apprennent aux autres. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que quoi qu'il en soit, on est tous un peu handicapés, quelque part. On a tous quelque chose en nous où on a une difficulté, on a un empêchement. Et en fait, on a aussi des forces. Et je pense qu'il ne faut jamais avoir peur d'être à la fois dans ses faiblesses et à la fois dans ses forces. Voilà, je te laisse terminer et après on prendra des questions. Oui, bien sûr. Non, c'est simple. Pour terminer, il faut quand même revoir les questions de force et de faiblesse sur un prisme un peu différent que celui qu'on vous tend aujourd'hui. On ne peut pas être fort tout le temps. Vous, moi, n'importe qui, tout le monde. En vrai, si on est fort tout le temps, on est épuisé. Et on ne tient pas. Donc, identifiez vos faiblesses. Les identifier, les reconnaître, c'est déjà commencer à travailler, non pas dessus, parce qu'en fait, travailler dessus, c'est un truc un peu... voilà, ça veut dire qu'il faut les corriger tout de suite, mais c'est travailler avec elles pour voir d'elles comment est-ce que vous pouvez en tirer quelque chose de constructif pour les autres. Moi, j'ai bac -5 et aujourd'hui, je suis enseignant à des élèves de secondaire qui font médecine. C'est-à-dire que les mecs, ils ont 6, 7 ans, 8 ans d'études derrière. Enfin, 2 ans, pardon. Je ne pouvais pas imaginer ça. Et aujourd'hui, ils ont besoin de moi comme moi, j'ai besoin d'eux. Et en fait, si jamais on parle de force comme d'une répartition du besoin de l'un ou de l'autre, et bien là, on gagne. Et c'est valable partout, tout le temps. Et pour ça, il faut savoir écouter l'autre et être disponible à l'autre. Est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes et j'ai pris un petit déj. Tôt, mais j'ai pris un petit déj. Il dit ça pour dire qu'il ne va pas vous manger. Je traduis, hein, ça. Est-ce que vous saviez que vous aimeriez travailler au contact des patients et des médecins depuis longtemps, ou justement c'est votre rencontre qui vous a fait découvrir ce milieu? Alors, deux choses. Non, c'est pas... Non, notre rencontre, elle a juste mis en musique, mais en fait, j'ai l'avantage d'avoir découvert les médecins depuis que je suis né. Parce que, voilà, mon handicap étant de naissance, j'ai grandi autour du milieu médical. Et comme j'ai toujours eu une grande gueule, ça a toujours été facile pour moi de m'exprimer. Et donc, en fait, j'ai toujours fait mon métier avant même de le faire. Enfin, avant même d'avoir le droit de le faire. Mais en fait, il le faisait déjà. C'est vrai ce que dit Guillaume. Moi, quand je l'ai rencontré, il a été diplômé après, mais c'est vrai qu'il faisait déjà ce métier. Je voyais qu'il expliquait des choses déjà aux professionnels, aux médecins et aux autres patients autour de toi aussi. Ce qui me permet de, quand tu dis travailler avec les autres patients, c'est d'aborder un sujet qui est très intéressant et qui existe aussi entre vous, ça s'appelle la pair-aidance. Pair, P-A-I-R, vous savez, quand on parle de ces pairs, c'est ceux qui sont comme nous. Et en fait, ça se dit dans le milieu médical, mais ça peut se dire entre vous. Quand vous vous apportez de l'aide les uns les autres, c'est de la pair-aidance. Voilà. Et Guillaume, il le faisait très naturellement aussi avec les autres patients. Et peut-être, si je peux vous poser la question, pour vous, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez fait ce choix de travailler dans le milieu médico-social?
C'est pour moi la question? Il y avait les deux. Ah, tu me posais aussi la question à moi? Oui, d'accord. Pourquoi j'ai fait ce choix? Alors, je vais vous faire une réponse très, très intime, si je peux me permettre, parce que je n'en ai pas d'autres à faire. Quand on fait le choix souvent de travailler pour aider les autres, c'est qu'on a souvent quelque chose à soigner en soi. Voilà. Et donc, je pense qu'en fait, au départ, j'avais quelque chose à soigner en moi et qu'il a fallu que je comprenne ce que c'était pour arriver réellement à en avoir conscience et à mieux aider les autres. Mais aujourd'hui, dans mon métier, je me rends compte que ceux que j'accompagne m'apportent autant que ce que moi j'espère pouvoir leur apporter. Voilà, c'est un métier d'échange. Et peut-être, si je peux me permettre aussi, parce qu'ils sont dans leur orientation post-bac et professionnelle, que parfois on commence des études qu'on aurait aimé faire ou qu'on a l'idée d'un métier en particulier et que ça n'aboutit pas forcément au départ comme on le pensait, mais qu'après on peut rebondir et trouver sa voie différemment. Ça peut peut-être les aider aussi d'en parler. Oui, c'est vrai que n'hésitez pas à vous dire que en fait, vous devez faire des choix hyper tôt. Alors quelquefois on a des vocations et on sait, mais n'hésitez pas à vous dire que vous pouvez toujours changer, toujours. Il y a toujours une possibilité de changer. Et surtout, il n'y a pas de faute. Il y a éventuellement une erreur, mais c'est un chemin. Si vous prenez un chemin et que vous décidez après d'en prendre un autre, ce sera toujours quelque chose de gagné ce que vous avez fait. Vous aurez toujours appris de votre chemin. Même si vous avez l'impression... Ça ne veut rien dire. Sachez un truc. Quand on vous dit qu'il ne faut pas perdre un an, perdre 2 ans, ça ne veut rien dire. On ne perd jamais un an. Jamais. N'écoutez pas ça. C'est des années gagnées pour la suite, pour la vie. Une très belle réaction là. Vas-y. C'est toujours une expérience. Et ben voilà. Complètement. Et si jamais vous vous offrez et si jamais soit là tout de suite, soit au bout de 3 ans d'études, vous décidez de vous offrir une année de césure pour partir, soit aider une asso quelque part dans le monde, soit en backpack, ramasser des pommes en Nouvelle-Zélande ou j'en sais rien. Eh bien, allez-y. Allez-y, parce que il y a un truc, c'est que dans les écoles, en fait, on est tous un peu formatés de la même façon, on est tous un peu les mêmes. Et donc vraiment, allez-y, construisez-vous votre souhait d'avenir. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je vois l'heure qui file. Ouais, il nous reste 5 minutes pour les dernières questions ou réactions. Allez, c'est la première qui est plus compliquée. S'il n'y en a pas directement des élèves, moi j'en ai une qui me vient en leur nom et en particulier envers tous ceux, je les connais un peu maintenant, pas tous intimement, mais je sais qu'il y en a qui portent une foi en eux, d'autres pas forcément, d'autres sont d'une religion ou pas. Et peut-être la question, c'est votre rapport à la foi, à la religion, à Dieu, en lien avec ce handicap que vous portez. Voilà, si vous pouvez nous en dire quelque chose. Alors, oui, je peux évidemment vous en dire quelque chose. Je suis animateur. Alors, il se trouve que moi, je suis chrétien engagé. Je suis animateur en pastoral pour les 4-3 de l'enseignement public. Je suis désolé, je ne suis pas parti. Je suis vraiment pas parti à l'enseignement public. Non, alors, quel rapport à la foi? Je crois que le rapport à la foi, c'est un rapport d'amour et d'engagement. Je crois que la foi, ce qui est important dans la foi, de vous souvenir à votre âge et de vous souvenir tout le temps, c'est une volonté d'engagement en permanence, et dans la foi chrétienne en particulier, une volonté d'engagement du Christ et des disciples vers un truc qu'ils ne connaissent pas. Quand même, les textes de cette semaine sont clairs, ils sont quand même un peu perdus, et les textes de la période pascale sont un peu clairs, ils sont perdus là, je trouve. Donc, allez-y, osez des trucs. De toute façon, si jamais vous avez la foi ou vous décidez de mettre en place une foi quelle qu'elle soit, une religion quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à vous appuyer dessus. C'est pas de la théorie, il faut que ce soit de la pratique et du concret pour vous. Ça, c'était pour valider l'heure de pastoral.
question, alors je vais être peut-être un peu plus directe. Quand on a un handicap, comme vous le portez, et d'ailleurs vous l'avez présenté de manière extrêmement positive en disant que c'était une chance, est-ce qu'on ne peut pas douter en Dieu, quelque part de Dieu, en se disant mais pourquoi ça m'est arrivé? Alors ça, pour moi, à titre perso, et je vous répondrai que pour moi à titre perso, parce que ça ne dépend que des histoires des uns et des autres, ça ne dépend pas de... Alors non, parce que d'abord, la question, c'est pas pourquoi ça m'est arrivé, c'est comment est-ce que je me relève de ça. Et la foi est un des éléments pour se relever. Se relever au sens figuré, pas au sens propre. Parce que pour le sens propre, j'ai essayé, ça marche pas. Mais non, la foi est un pilier pour se relever, est une construction pour se relever. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes trop bien élevés, c'est dommage. Allez-y, hein. Questions, réactions? Alors, ça va sonner. Il y a la